semaine économique qui sera chargée avec le retour des réunions de Banque centrale, à commencer par la décision attendue de la BCE ce jeudi. Pour la Réserve fédérale américaine, ce sera la semaine prochaine. Nadia Garbier est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Ravi de vous retrouver. Un mot effectivement de cette réunion de la BCE devant nous ce jeudi. Tout le monde semble considérer que les planètes sont alignées pour une pause en matière de décision de politique monétaire. Quels vont être les éléments macroéconomiques qui seront à disposition du Conseil des gouverneurs ce jeudi pour cristalliser cette décision, Nadia ? Oui, alors c'est vrai que l'activité en zone euro reste faible conformément aux projections du mois de septembre de la BCE. La plupart des indicateurs continuent de montrer cette faiblesse marquée dans le secteur manufacturier qui s'est étendue dans le secteur des services. Au niveau de l'inflation, on a eu quelques données encourageantes, mais on reste tout de même à des niveaux très élevés. Et je dirais que la BCE disposera de deux données assez importantes avant sa réunion. Publiée demain, on aura l'enquête PMI qui nous donnera une première idée de l'activité au quatrième trimestre et l'enquête sur les prêts bancaires qui donnera un aperçu sur la transmission de politique monétaire. Effectivement, on évoquait avec Alexandre Baradez, quand on regarde le niveau de l'euro-dollar, quand on regarde le niveau des cours du pétrole aujourd'hui, un euro assez faible, un dollar assez élevé, on sait que pour l'inflation en zone euro, c'est un cocktail qui est assez mauvais, Nadia. Est-ce que cette situation sur le front des matières premières et sur le front du change, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire trembler à nouveau la Banque centrale européenne ? Oui, alors c'est vrai que le consensus, c'est un statu quo donc jeudi, mais Lagarde devrait tout de même garder la porte ouverte à plus de hausses de taux dans les prochains meetings. Au fond, garder cette optionnalité, c'est la meilleure stratégie actuellement dans un contexte très incertain. On a la montée de ces prix du pétrole. C'est plus l'effet indirect et les effets de second tour que craint la BCE, plus que l'effet direct. Donc je dirais que la BCE devrait réitérer que maintenir les taux suffisamment longtemps à un niveau restrictif reste la meilleure stratégie pour que l'inflation revienne à sa cible et garder cette optionnalité, potentiellement une hausse de taux, voire deux, dans les prochains meetings, même si les données les données récentes diminuent la probabilité d'une hausse. Mais vraiment garder cette optionnalité. Est-ce que la BCE et Christine Lagarde peut alimenter que l'idée que ce qu'on voit sur les taux longs aujourd'hui, alors c'est très américain sans doute comme histoire, mais par effet d'aspiration et de mimétisme, on voit également les taux longs européens se tendre assez nettement, autour de 3% pour le 10 ans allemand aujourd'hui, avec également la question que ça peut poser pour les spreads. Je ne sais pas si Nadia nous entend encore. Bon, on va essayer de voir si on peut reconnecter. Ah, Nadia. Oui, Nadia. Non, j'ai juste entendu le mot spread. Oui, bah voilà, c'était la question autour des spreads, Nadia. Non, je disais, comment est-ce que Christine Lagarde va communiquer sur ce qu'on observe sur les parties longues de courbes obligataires ? Je disais, l'histoire est très américaine, avec un taux 10 ans américain à plus de 5% aujourd'hui, mais par effet d'aspiration, on voit bien le 10 ans allemand à 3%, le 10 ans français à quasiment 3,60%, la question des écarts de taux, évidemment, qui revient sur le devant de la scène en zone euro. Est-ce que cette correction du marché obligataire, est-ce que c'est quelque chose que la BCE va saluer d'une certaine manière dans cette idée qu'elle a besoin de lutter encore contre l'inflation, ou est-ce que ça devient un risque pour la stabilité financière et la stabilité de la zone euro ? Oui, alors sur ce point, je pense que la BCE vraiment va éviter, je dirais, toute fragmentation. Au fond, ce que craint la BCE, plus que cette remontée des taux qui resserre les conditions de crédit, c'est vraiment une fragmentation dans la zone euro. Donc je pense que Lagarde aura
à mon avis, des questions sur le sujet. Elle dira vraisemblablement que les réinvestissements du PEPP sont la première option. La BCE a d'autres outils, mais ce contexte actuel, je dirais, favorise plutôt une décision sur le bilan qui, au fond, va être le focus ces prochains mois, plutôt en décembre, voire plus tard, en début d'année prochaine, plus que cette semaine. Donc, toutes les questions liées au bilan, à l'accélération de la réduction du bilan, dans ce contexte de resserrement, devraient plutôt intervenir en décembre, voire même au début de l'année. C'est quoi, selon vous, la philosophie d'une décision sur le bilan pour la Banque Centrale Européenne à ce stade, Nadia ? La BCE a deux options pour réduire son bilan. Soit elle vend les obligations dans la PP, soit elle arrête les réinvestissements dans le PEPP. Entre les deux options, on favorise plutôt, selon nous, celle du PEPP avec un arrêt des réinvestissements. Ça paraît encore trop prématuré à ce stade, étant donné ce qu'on voit dans le marché européen obligataire, notamment avec ses spreads italiens. Donc, à mon avis, la BCE va vraiment agir avec prudence. On le sait qu'une partie du Conseil des gouverneurs commence à parler de cette réduction des bilans, de ces réinvestissements du PEPP, mais à ce stade, c'est encore trop prématuré. Donc voilà, Lagarde dira que c'est une discussion qui est en cours, mais que les conditions ne sont pas encore réunies pour avoir une décision, je dirais, formelle sur une accélération de la réduction du bilan à ce stade. Est-ce que la BCE tient compte de manière implicite quand même des programmes de financement des États également prévus pour l'an prochain? Alors il n'y a pas un appétit délirant pour de la consolidation budgétaire, notamment autour du semi-cœur ou du début de périphérie en zone euro. La France a pas une trajectoire de finances publiques pour l'an prochain qu'on pourrait juger de rigoriste. L'Italie non plus. En revanche, on peut signaler quand même que des pays, alors à la périphérie, Portugal, Espagne, Grèce, continuent de faire des efforts de consolidation budgétaire importants. L'un dans l'autre, parce que la question du financement des États l'an prochain en zone euro est un gros caillou dans la chaussure de la Banque Centrale Européenne. Tout à fait, c'est un élément, à mon avis, qu'elle prend en compte dans son équation. C'est vrai que quand on regarde les plans budgétaires pour 2024, on voit que dans la majorité des cas, la réduction du déficit se fait soit en arrêtant les mesures exceptionnelles liées à la pandémie, soit à celle de la crise énergétique, plus qu'une volonté vraiment de consolidation. Maintenant, je dirais que l'année 2024 sera tout de même une année un peu de transition. Ça fait 3 ans qu'on avait un arrêt des règles fiscales et maintenant, on ne sait pas vraiment quel va être encore le cadre. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le fait de est-ce que oui ou non les États membres arriveront à un accord sur les règles fiscales. Donc je dirais que dans ce contexte un peu d'incertitude, la BCE va éviter, je dirais, de mettre de l'huile sur le feu dans le contexte actuel. Si on dit un mot de la partie américaine, Nadia, alors évidemment l'événement du jour, c'est ce monde des taux longs américains à 10 ans à 5%. Qu'est-ce que ça inspire comme commentaire sur le plan économique? Nadia, est-ce que l'économie américaine justifie un monde de taux longs à 5% aujourd'hui? 5%, c'était un peu la moyenne avant pandémie, avant crise financière, pardon. C'est vrai qu'on a deux éléments. On a cette résilience de l'économie US qui surprend, et on a aussi les questions budgétaires de déficit, avec ce déficit américain qui se creuse très, très fortement. Donc dans ce contexte, un 5% peut paraître, je dirais, entre guillemets, raisonnable. Mais c'est vrai que la résilience de l'économie américaine surprend. Bon. Et si on regarde au-delà des chiffres du 3e trimestre, ce sera une des publications attendues cette semaine. Alors tous les indicateurs de nowcasting qui mesurent en temps réel la performance de l'économie américaine nous prédisent que la croissance trimestrielle sera sans doute spectaculaire, si j'ose le mot, Nadia. La question c'est, et ensuite, est-ce que c'est un chiffre un peu one-off ou est-ce que les facteurs de solidité encore de l'économie américaine à ce stade sont des facteurs de résilience qu'on peut encore retrouver devant nous pour quelques mois?
Bon, alors, comme vous le savez, ce scénario un peu d'atterrissage en douceur gagne du terrain et c'est vrai que le consensus a plutôt shifté, je dirais, sur ce scénario. Selon nous, on va avoir, c'est vrai, comme vous le disiez, un T3, enfin un troisième trimestre très fort, ensuite un ralentissement au quatrième trimestre et on a maintenu ce scénario de récession au premier semestre, donc une récession qu'on attend plutôt modérée aux États-Unis. Mais voilà, les effets de ce resserrement de politique monétaire, de cette hausse des taux réels, devraient tout de même avoir un impact sur l'économie américaine. Vous dites 5% d'autonomie à 10 ans, enfin 2,5% de taux réels, on a des taux mortgage à 8% et plus. Alors effectivement, personne n'emprunte aujourd'hui à 8% sans doute aux États-Unis pour de l'immobilier, mais il y a bien quand même ce chiffre-là aujourd'hui. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet plus que ce qu'on a déjà observé. Non, tout à fait. Je pense vraiment que les effets vont se faire sentir, peut-être avec un délai plus important qu'initialement ce qu'on attend. Mais selon nous, vraiment, on va avoir cet effet du resserrement. On voit déjà quelques petits éléments, mais voilà, le premier semestre, selon nous, va marquer un peu le début de ce fort ralentissement de cette récession aux États-Unis. Contexte-là, Nadia, si on conclut là-dessus, quelle sera la manière que trouvera la Réserve fédérale américaine de réagir à cette situation de dégradation macroéconomique qu'on peut avoir en tête pour le premier semestre 2024 ? Alors c'est une dégradation qui reste tout de même relativement faible ou mineure par rapport au resserrement, mais je pense que la variable clé sera bien sûr l'inflation, mais aussi le marché du travail et à quel point ce marché du travail restera résilient, je dirais, ou s'affaiblira. Donc selon nous, on aura plutôt une réserve fédérale qui devrait maintenir un statu quo, donc des taux d'intérêt inchangés et un début de baisse de taux, mais vraiment très graduel à partir de juin de l'année prochaine. Merci beaucoup Nadia pour ces éléments d'éclairage macro sur la situation européenne à quelques jours de la décision de la BCE qui sera ce jeudi, et sur la partie américaine, on aura cette semaine la publication de la première estimation de la croissance américaine pour le troisième trimestre et la semaine prochaine la réunion et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui sera rendue le 1er novembre. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission. Le supplément du lundi, vous le savez, à partir de 13h30 en direct avec le plan de trading de Smart Bourse, je le rappelle, et Alexandre Baradès chez IG qui nous accompagnait pendant cette demi-heure. On se retrouve bien sûr à 17h pour l'autre édition de Smart Bourse en ce début de semaine en direct.